Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur UC2M News. Merci de nous suivre en direct sur UC2M TV et sur YouTube et Twitter et très vite en replay sur les réseaux partenaires de Sciences Po, de Sciences Po Alumni, de la Veille, de Presse Info Plus, de Manager Santé. Vous pouvez dès à présent poser votre question à nos invités. Nous traitons ici et maintenant des questions d'organisation de la santé avec l'Université du Change Management en médecine. Aujourd'hui, ce jeudi 16 avril 2020 à 18h30, toujours en pleine actualité épidémique et sanitaire, nous abordons les questions politiques et organisationnelles liées au coronavirus. Le titre de l'émission est « L'hôpital face au Covid-19, maintenant et après ». Nous avons beaucoup de plaisir avec Dominique Meigne et Jean Sibilia et le professeur Jean Sibilia de recevoir le professeur Jean-Yves Blais. Bonjour Jean-Yves Blais, vous êtes le président d'Unicancer, vous êtes médecin cancérologue à Lyon, au centre Léon Bérard. Lamine Garbi, bonjour, vous êtes le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, vous nous parlez de Montpellier, je pense. Et le professeur Jean-Louis Touraine, vous êtes député du Rhône et vous êtes le vice-président de la Fédération hospitalière de France. Vous nous parlez également de Lyon. Voilà, je vous interrogerai donc ce soir avec Dominique Meigne et Jean Sibilia. Vous êtes les uns et les autres, tous les trois, des responsables, d'éminents responsables de l'hôpital, vous êtes à la tête de fédérations hospitalières. Comment, et ce sera ma première question, comment abordez-vous avec vos équipes cette crise dans ses aspects sanitaires, dans ses aspects sociaux et économiques? Dites-nous dans le fond ce qui marche, ce qui a marché et ce qui marche mal ou qui marche moins bien. Professeur Touraine, vous êtes député, vous êtes médecin aussi. Est-ce que les tensions que nous avons connu, ou que vous connaissez, les difficultés, le manque de moyens, dont le fond aurait dû être probablement mieux pris en compte par les pouvoirs publics. Notamment, j'évoque cette question en pensant à la grève des soignants, à la grève des urgences que nous avons connue. Quelle est votre opinion? Finalement, est-ce que les pouvoirs publics, vous-même, les parlementaires, avez-vous pris la mesure de l'alarme, voire des alertes que lançaient les patients il y a quelques semaines? Monsieur Touraine. Oui, moi j'ai été impressionné, vraiment très impressionné par le niveau de mobilisation, de solidarité de tous les soignants et de tous les composants de l'hôpital. Ça a été quelque chose d'assez exceptionnel. D'ailleurs, les Français le disent bien, chaque soir à 20h, ça a été, en dépit de toutes les difficultés rencontrées, une mobilisation exceptionnelle de personnes qui s'exposent eux-mêmes, prennent des risques pour pouvoir faire face à ce défi. Alors maintenant, les difficultés, il y en a de deux natures. Il y avait les difficultés matérielles, il en a été beaucoup fait état, en France comme dans la plupart des autres pays, avec une insuffisance de prévision, par exemple en masque, en surblouse, par exemple en tests, ou du moins une trop grande lenteur de développement des tests et de mise en application, les respirateurs, certains médicaments, etc. Tout ça a été révélé par cette crise et il faudra évidemment en tenir compte à l'avenir pour ne pas se laisser déborder à l'avenir. Et puis la deuxième chose, c'est le personnel. Le personnel qui, effectivement, vous le dites, était dans un malaise, qui estimait pas correctement entendu. Eh bien, il est important, je pense, de bien écouter et satisfaire des demandes fondamentales qui existent dans l'hôpital privé comme dans l'hôpital public, parce que tous ces personnels sont en souffrance de manque de reconnaissance. Moi, je demandais déjà à l'époque que l'on réalise un Grenelle des métiers de santé. On parle bien sûr d'abord des médecins et des infirmières, mais vous savez qu'il y a quelques centaines de métiers à l'hôpital. À l'hôpital. Il y a toute une diversité de métiers. Chacun d'eux a des problèmes particuliers. Tous s'estiment insuffisamment reconnus. Reconnaissance salariale insuffisante, reconnaissance humaine, reconnaissance de leurs difficultés dans l'exercice de leur métier.
reconnaissance de leur nombre insuffisant au fur et à mesure qu'on constate que l'attractivité de l'hôpital est moindre que ce qu'elle a été. Donc oui, tous ces problèmes devront être abordés avec une écoute plus importante et peut-être ce Grenelle qui permettra de savoir où il faut, Touraine, en urgence. Ma question était, nous allons reparler, il y a un petit décalage, mais nous allons évidemment reparler de l'après, de ce qu'il faudra faire, évidemment. Non, ma question était plus simple. Vous êtes un responsable, vous êtes un médecin, vous êtes aussi un responsable politique, aujourd'hui de la majorité. Vous étiez également dans la majorité dans la période précédente. Est-ce que vous regrettez finalement que l'on n'ait peut-être pas pris la mesure des attentes des professionnels de santé? On aurait pu faire autrement? C'était un problème peut-être d'écoute, de veille, pas que de moyens? Quel est votre sentiment? Je pense que depuis une quinzaine d'années, nous avons tous entendu qu'il y avait une souffrance importante pour les personnes qui travaillent à l'hôpital. Et il y a eu quelques tentatives d'amélioration très insuffisantes, trop lentes, trop incomplètes. Mais l'évidence du malaise est connue déjà depuis un certain temps. Et il y a deux niveaux auxquels il faut y répondre. D'une part, dans l'organisation complète, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il est probable que l'organisation demande à sortir totalement de cette dommageable logique d'hôpital-entreprise et à redonner toute son humanité et son hospitalité à nos hôpitaux, publics et privés. Et puis, bien sûr, il y a les personnels eux-mêmes qui se sentent déconsidérés par rapport à un certain passé. Pour ceux d'entre nous avons suivi cela sur pas mal de décennies, on peut constater que le niveau de plaisir pour les personnels qui viennent travailler à l'hôpital est nettement moindre aujourd'hui que ce qu'il a été dans le passé. Et c'est pour ça que je trouve d'autant plus remarquable qu'ils aient tellement spontanément répondu à leur mission aujourd'hui dans des conditions difficiles. Je crois que ça méritera d'être rappelé régulièrement à l'avenir au fur et à mesure de l'amélioration de leurs conditions de travail. Monsieur Lamine Garbi, vous êtes donc le président, je le disais, de la Fédération de l'hospitalisation privée. On essaye d'avancer dans notre réflexion sur les points positifs, les faiblesses, les difficultés. Une difficulté qui a souvent été pointée d'une manière générale et en particulier dans cette crise, c'est le manque de coopération entre les établissements. Est-ce que vous-même, vous l'avez ressenti? Est-ce que vous le ressentez? J'aurais tendance à vous dire c'est la faute à qui? Et on verra tout à l'heure en fin d'émission peut-être comment on peut corriger cela. J'ai remarqué que M. Touraine n'aimait pas que l'on parle d'hôpital-entreprise. Quand on vous écoute, que l'on vous entend, vous ne renoncez pas à ce terme, vous, président de la FHP. Non, nous sommes des entreprises de soins. C'est une évidence et même une fierté. Bien sûr, le début de la pandémie dans le Grand Est a surpris les soignants, mais également a mis en évidence l'exclusion totale du secteur privé, que ce soit associatif ou lucratif que je représente. Nous avons été totalement marginalisés dans le début de cette pandémie, c'est-à-dire que nous avons mis pratiquement 10 jours à faire en sorte que nos lits de réanimation soient tout simplement armés. Et pour armer un lit de réanimation, vous le savez, il y a 6 conditions. La première, c'est d'avoir des masques, des lunettes et des surblouses. Nous n'avions pas, à l'époque, le stock suffisant de masques pour pouvoir prendre en charge ces patients en réanimation sur Strasbourg, Metz, Nancy et Reims. Et il s'est passé une chose extraordinaire, et je pense que nous en débattrons pendant des semaines et des semaines, c'est que nous avons été obligés, du moins le gouvernement a été obligé de faire des mutations de patients de Mulhouse et Colmar vers Toulon et Bordeaux, alors que nous aurions pu, à l'époque, les prendre. Nous avions 110 lits de réanimation qui n'étaient pas armés. Nous sommes montés depuis, dans la région Grand Est, à 120 lits. Alors, vous me direz, ça a servi de révélateur. Et c'est vrai que les alertes que j'ai lancées dans la presse, grâce à vous tous, aux réseaux sociaux, ça a permis sur l'Île-de-France de se préparer. Et, in fine, nous avons pu également armer nos lits. Et on parle souvent de la PHP, des hôpitaux publics, mais on ignore que sur les lits de réanimation,
Le privé, dans son ensemble, avec nos amis associatifs, nous avons pris en charge, et nous prenons en charge aujourd'hui 26% de la capacité de réanimation. 26%. Donc d'expliquer que sans le secteur privé, le public aurait pu seul faire face, c'était une erreur, je pense, une erreur. Alors, l'erreur D'accord, vient nous d'où? verrons. Vous allez me poser la question. Mais l'erreur a été commise. Ça a été rectifié depuis et c'est l'essentiel. Bon, on va essayer d'avancer pas à pas. Jean-Yves Blais, vous êtes, je le disais, professeur de médecine, de cancérologie à Lyon et président de votre institution Unicancer. Bouleversement des certitudes, des organisations. On a appris effectivement que, je crois, je ne sais pas si d'autres établissements de votre réseau font la même chose, mais on a appris que Gustave Roussy, c'était une dépêche de nos confrères de la PM il y a quelques instants, avait avait transformé en réalité ces lits de cancérologie en lits d'accueil de Covid. Est-ce que vous avez fait ça? Enfin, en tout cas, il y a effectivement également bouleversement des habitudes, des certitudes. Vous êtes un médecin, chercheur, etc. Quel est votre sentiment sur cette situation de traversée de crise? Oui, effectivement, c'est un changement très, très radical. Un bouleversement, c'est pas un vain mot. Je pense que ce que l'on peut retenir des choses qui ont marché, c'est notre capacité à nous adapter de manière extrêmement rapide. On est devant une pandémie, un scénario totalement inédit qui nous a obligés à recomposer nos manières de nous organiser pratiquement de manière quotidienne, voire pluriquotidienne. Ce qui a marché aussi, c'est avec les difficultés qui ont déjà été évoquées, notre capacité à collaborer entre le secteur ESPIC, Unicancer et les ESPIC, l'hôpital public, l'hôpital privé, afin de pouvoir offrir aux patients qui en avaient besoin un accueil adapté en fonction des pathologies qui étaient prises en charge. Vous citiez l'exemple de nos collègues des centres Unicancer de la région parisienne, effectivement Gustave Roussy, également l'Institut Curie, ont accueilli dans leur lit à un moment où la tension sur les lits de réanimation était telle qu'il n'y avait pas d'autre solution, ont accueilli des patients atteints de Covid qui n'étaient pas porteurs de cancer. C'est un très bel exemple de la solidarité qui s'est mise en œuvre à l'occasion de cette crise et qui nous a forcé à nous adapter et je crois pour le mieux. Alors maintenant, ce qui a peut-être moins marché, un certain nombre de points ont déjà été évoqués, notre capacité de réactivité, probablement une certaine lenteur, ce que ça nous invite à regarder, je crois, c'est comment nous pouvons travailler davantage ensemble et comment, en fait, l'ensemble des composantes du système de santé sont essentielles pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Nous sommes différents et nous sommes complémentaires. Et l'activité qui est celle des centres de lutte contre le cancer est une activité qui s'inscrit dans le contexte du Covid d'une manière tout à fait particulière. Par exemple, il est évident que les patients porteurs de cancer doivent être traités pour beaucoup rapidement et doivent être priorisés. Ça a été le cas, Jean-Yves Blais. Oui, Jean-Yves Blais, ça a été le cas. Ça a été le cas. On a dû s'organiser pour prioriser les interventions. C'est le cas, tout à fait. Ouais. Et pour prioriser des interventions chirurgicales, des radiothérapies, des chimiothérapies qui ne pouvaient pas attendre, et décaler des gestes chirurgicaux de reconstruction, par exemple, qui pouvaient être différés sans dommage. Mais ça illustre également le fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas attendre, et je crois que c'est on va y revenir, mais c'est un des points sur lesquels on va devoir travailler dans les jours, dans les semaines à venir, c'est comment mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'une autre vague de problèmes ne survienne pas, c'est-à-dire celle des patients qui ont dû attendre dans cette période que nous venons de vivre. Mais peut-être Dominique Meigne, est-ce que vous avez à ce niveau de notre entretien peut-être une question, un commentaire, une question à poser à nos je vais invités. je vais prolonger le constat partagé entre les trois fédérations qui sont là et qui en fait trament l'essentiel du secteur de l'offre hospitalière. Bon, si vous avez une recommandation, chacun d'entre vous, à faire au pouvoir public, c'est un peu tôt, on n'est pas encore dans le retour d'expérience, mais enfin, on commence grâce à ce fameux plateau, à réfléchir à ce qui s'est passé et qui se passe encore aujourd'hui. Si vous avez une recommandation à faire pour que le cercle vertueux qui s'est instauré entre vous, dans vos collaborations, demain se poursuive et s'approfondisse,
qu'est-ce que vous leur diriez? Ou sur quel point appuieriez-vous pour que demain ne soit pas comme hier? Alors, on passe déjà peut-être à la troisième partie de notre entretien, mais enfin, voilà, qui veut répondre à Dominique Meigne? Je rappelle que Dominique Meigne et Jean Sibilia sont les deux coprésidents de l'UC2M. Donc, un président pose la question qu'il veut. Alors, première réponse, peut-être l'un ou l'autre. Peut-être l'impression, mais il faut encore du temps, je crois. L'impression, c'est que une capacité en excès permettant d'absorber des choses qui sont inattendues pourrait être un sujet à réfléchir dans les années à venir. C'est-à-dire être en légère surcapacité pour accueillir les patients lorsqu'il y a des choses comme ça qui surviennent peut s'avérer utile et de manière collective, encore une fois. Je crois que la réponse est dans la diversité et la pluralité de notre système. Moi, j'ai une question en prolongement de ce que demande Dominique. Première ligne, deuxième ligne, établissement de recours, mais également dans le fond, le rôle des groupements hospitaliers de territoire. Est-ce qu'en termes d'organisation, ce sont des choses qui ont fonctionné plus ou moins bien, plus ou moins bien? Lamine Garbi, par exemple? Alors, sur les GHT... Non, sur les GHT, oui, bon. Non, la question est pour M. Touraine, celle-là. Mais... Oui, mais vous connaissez mon approche des GHT et les GHT ont été mis à contribution pour la distribution des masques. Enfin, je ne sais pas, ça a été un échec total. Un échec total. C'est pas au GHT, c'est pas à l'État de distribuer des masques. Ne serait-ce que s'il s'était appuyé sur la distribution pharmaceutique qui est capable de livrer une boîte de Doliprane dans chacune des 20 000 pharmacies du territoire 3 fois par jour, on aurait peut-être été servi en masque plus rapidement. Et puis, il faut se dire les choses, sinon on va continuer peut-être à se dire que tout va bien. Mais les masques qui arrivent dans les GHT, dans les hôpitaux, où c'est l'hôpital qui est le grand distributeur, il en manque lui-même. Donc, c'est quand même compliqué de demander à une personne qui est en rupture de masques, après d'organiser une répartition. Et en bout de chaîne, on a trouvé les cliniques, les établissements de soins de suite. Voilà, ça a été, je veux dire, une erreur fondamentale de confier cette répartition au GHT. Après, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, j'y comprends rien. Mais j'y comprends rien. Alors, au début, c'était les 130 hôpitaux qui étaient les premières lignes, ok. Mais depuis, attendez, excusez-moi, on est tous en plan blanc. Alors qu'on m'explique que je suis service d'urgence avec un secteur Covid, j'ai 14 lits de réanimation, je les ai montés à 28 ou 30, et je suis en deuxième ligne ou troisième ligne. Non, j'y comprends rien. Donc là, on est tous en première ligne. Tous ceux qui accueillent du moins du Covid, que ce soit la médecine, la chirurgie, mais également les soins de suite. On les oublie, les soins de suite. Aujourd'hui, les soins de suite accueillent des patients atteints de Covid+, et c'est tant mieux. Ils viennent d'où, ces patients? Ils viennent des lits de réanimation, parce que on n'en parle pas. Bien sûr que les patients de réanimation, quand ils passent 15 jours dans un service de réanimation, comment ils en sortent? Ils en sortent avec 40% de masse corporelle en moins, de muscles. Donc il faut les reprendre, il faut, je dirais, s'en occuper. Et les soins de suite sont extrêmement qualifiés pour ça, comme nos services de médecine. Aujourd'hui, ils sont en première ligne. Donc les soins de suite sont en première ligne et pas en troisième ligne. Donc j'y comprends rien. On pose souvent la question. Oui. Merci. Excusez-nous, il y a un petit décalage. Professeur Touraine, un commentaire. J'ai acheté notamment première ligne, deuxième ligne. Moi, j'ai compris que Lamine Garbi, malgré tout, malgré sa souplesse et sa volonté de travailler en coopération avec les uns, n'avait pas nécessairement envie que l'hôpital public soit le chef d'orchestre, non? C'est ça? J'ai traduit? Je vais vous répondre. Je réponds aux deux questions. S'il y a une priorité, me semble-t-il, à mettre en place, c'est plus sur la méthode. J'aimerais bien peut-être que l'on puisse imaginer une logique qui soit plus bottom-up que top-down, c'est-à-dire que les besoins, les nécessités, les réactivités, les organisations se fassent en écoutant la base qui, elle, perçoit véritablement au jour le jour les nécessités, et c'est d'autant plus vrai quand la situation évolue à la vitesse que l'on a vu. Et donc, je crois que il est important que ce soit sur le terrain, que soit entendu
les besoins et les modifications à introduire. Alors maintenant, pour le rôle des hôpitaux publics et privés, le fait qu'il y ait un chef d'orchestre et comment aussi les GHT complètent cela, moi je dirais que ce qui s'est passé dans des régions qui n'ont pas été immédiatement débordées. Le Grand Est a été très rapidement débordé et il y a un élément de surprise, de même qu'à un moindre degré, l'Île-de-France. Mais pour une région comme Auvergne-Rhône-Alpes, qui a eu un peu plus de temps pour s'organiser, eh bien là, il y a pu y avoir un système où l'ensemble de la région a accepté, hôpitaux publics et privés, ils ont tous accepté que le chef d'orchestre soit les Hospices civils de Lyon, qui, en définitive, a pu ainsi organiser la répartition dans les services de réanimation de toutes les variétés d'hôpitaux pour satisfaire aux besoins régionaux. Et il est vrai que dans d'autres régions, il y a eu certaines villes qui ont été beaucoup plus impactées que d'autres, et donc la répartition a pu se faire au niveau régional. Et puis, le fait que les GHT existent, c'est aussi un moyen pour la réanimation, parce qu'une maladie comme celle-ci, et malheureusement il y en aura d'autres dans le futur qui viendront à nouveau secouer notre système, eh bien, oblige à des prises en charge beaucoup plus importantes que prévues en réanimation, mais aussi en différents secteurs d'hospitalisation, et puis même après, dans le suivi ou la rééducation, il faut bien qu'il y ait l'ensemble des GHT et des hôpitaux publics et privés qui soient impliqués et qui permettent comme ça que ça fonctionne. Si bien que oui, il y a des choses qui ne sont pas parfaites dans ce qui s'est passé, on est tous d'accord pour le reconnaître et en tirer expérience pour l'avenir, mais notons quand même qu'au niveau de notre pays, la solidarité entre les régions a très bien fonctionné. L'organisation pour multiplier par plus que 2 le nombre de lits de réanimation a très bien fonctionné. Donc je crois que la réactivité, de façon assez surprenante, est arrivée à se développer en dépit de freins un peu bureaucratiques ici et là. Et c'est la raison pour laquelle je crois que si on fait confiance aux acteurs de terrain, on a les capacités dans notre pays d'affronter des crises parfois imprévues. Monsieur Touraine, les uns et les autres, comment maintenant vont se passer cette période qui s'ouvre jusqu'au 11 mai et cette période de déconfinement? Il semblerait qu'elle soit complexe, notamment pour l'ensemble des Français eux-mêmes et des responsables politiques, mais également pour vos établissements. Qui veut nous donner peut-être votre avis? Jean-Yves Blais, notamment sur la prise en charge de vos patients, comment vous allez vous organiser pour ce déconfinement? Alors en fait, c'est clairement un enjeu qui est complexe. Le déconfinement est programmé pour le 11 mai. De toute façon, les choses ont déjà commencé. Les patients qui, pour certains d'entre eux, attendent depuis quelques jours, quelques semaines, commencent à arriver. On est obligé de réaugmenter les activités, d'être en mesure de procurer les soins qui sont indispensables. Je voudrais simplement rappeler que pour l'activité qui est celle des centres de lutte contre le cancer, il a été démontré par de multiples études qu'un retard d'1 mois peut majorer le risque de rechute ou de décès de 10 ou 20% en fonction d'un certain nombre de maladies. Donc quelques semaines de retard, c'est très significatif, et une deuxième vague de problèmes peut survenir à distance du terrible épisode Covid que l'on vient d'avoir. On veut s'en prémunir, on augmente progressivement l'activité, on accueille des patients qui, les autres établissements n'étant pas toujours en mesure de le faire pour les raisons qui viennent d'être indiquées, collaborent avec nous pour la prise en charge rapide de patients. C'est un enjeu qui est complexe, mais c'est un enjeu de reprise d'activité et une fois de plus de priorisation afin de pouvoir servir au mieux la population. Je crois qu'il faut qu'on se le dise, il y a dans les mois à venir une période de suractivité qui va être incontournable pour nos établissements parce qu'il y a des patients qui ont attendu et des traitements qui ne pourront plus attendre. Donc on est en train de s'organiser pour être capable de répondre à cette deuxième exigence des patients que nous sommes Alors, servir. Je vais demander à Jean Sibilia qui est avec nous. Merci d'être avec nous. Voilà, il y a quelques petits passages
Merci Jean Sibilia. Donc vous êtes, je l'ai dit, le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg également. Quel est, de ce point de vue-là, comment vous avez vécu comment vous avez vécu la coopération entre entre vos établissements et comme cela a été dit également entre les régions sur ces coopérations et peut-être en un mot également la situation que vous vivez aujourd'hui à ce jour près, Jean Sibilia. Oui, en faisant un commentaire assez bref, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, dire que la situation d'aujourd'hui, elle reste quand même très tendue, hein. On a la sensation, vous voyez, que le plateau, que ça s'améliore, etc. Beaucoup de régions sont peu touchées. Je prends les chiffres de mon hôpital cet après-midi. Il y avait encore plus de 800 malades Covid+ dans des lits de MCO et des lits de chirurgie et des centaines de malades en réanimation, encore aujourd'hui. Donc clairement, enfin, on est parti quand même pour une longue aventure, hein. Et comme ça a été dit, et c'est une de nos préoccupations, il y en a 3 médicales fondamentales, hein, je vais rester sur mon terrain. La première, c'est que tous ces malades Covid, et ça a été dit, je crois, ou par Jean-Yves ou par Monsieur Touraine, mais les malades aujourd'hui qui sont en réanimation, ça sera des dizaines de milliers de malades en France qui sont passés par l'animation, sont des nouvelles maladies chroniques qu'on va devoir rééduquer pendant des semaines et des mois, des années peut-être, sans analyser les problématiques qu'on voit apparaître maintenant de fibrose pulmonaire, etc. On a une deuxième vague évidente, parce que je m'occupe d'un secteur de 15 lits de post-urgence, donc le doyen est sur le terrain tous les jours, depuis plusieurs semaines. Dans ces 15 lits de post-urgence, aujourd'hui, on a une avalanche de personnes entre 75 et 95 ans qui arrivent et qui décompensent pendant le confinement, qui décompensent parce que pas de contact avec la famille, pas de contact avec les médecins traitants. C'est des vieilles dames ou des vieux monsieur qui tombent à domicile, qui s'infectent, qui décompensent un diabète. C'est une vague qui nous arrive, vous pouvez pas savoir. On a fait 30 entrants, j'ai fait le week-end d'astreinte, c'était 6 à 10 admissions par jour. Donc il y a une deuxième vague. Et la troisième vague, celle qui était évoquée par Jean-Yves, c'est tout ce qu'on a mis en stand-by, que ce soit de la chirurgie tiède, que ce soit de la cancérologie, que ce soit de l'hématologie, que ce soit d'autres pathologies, et qui vont venir impacter avec une suractivité majeure. Alors que nous sommes obligés de maintenir un dispositif réactif qui doit être capable d'encaisser à l'automne la vague Covid et la vague grippe. Donc, moi, je trouve que l'équation aujourd'hui, elle est diabolique, hein. Elle est vraiment diabolique. Alors, ça dépend des régions, c'est très hétérogène, mais en tout cas, pour les régions qui ont été sous tension et qui resteront sous tension, c'est une équation quasiment sans solution magique, hein. Donc, voilà un peu mon impression. J'aimerais savoir, nos 3 invités, Oui. j'aimerais avoir... Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais si on était, si on frottait la lampe magique, si vous deviez chacun donner 3 recommandations pour préparer cette vague, cette triple vague médicale au moment du déconfinement progressif, hein, et on pourra parler de la phase post-pandémique, hein, ça va être une autre question encore, mais si vous aviez 3 recommandations très pratiques à faire, qu'est-ce que vous feriez et notamment opérationnellement, qu'est-ce qu'on maintiendrait comme dispositif? Je ferai un tout dernier commentaire pour dire que j'aime bien l'enthousiasme de Lamine Garbig et j'adore son allant, mais lui rappeler que si on avait pu imaginer qu'en 2 jours, on arrive à lier le privé et le public dans une même action, personne ne nous aurait cru. Donc je crois que c'est un véritable exploit qui a été fait de cette alliance publique et privée. Et Monsieur Touraine l'a dit, moi j'ai été extrêmement frappé de la flexibilité, de l'agilité du monde médical. Et c'est une étude preuve de concept qui montre que la gouvernance médicale de terrain, elle est beaucoup plus agile et efficace que la gouvernance qui descend. Donc, le modèle à développer peut-être, c'est mon point de vue, et je m'arrête là, c'est un modèle de gouvernance remédicalisée. C'est ce qu'on demande depuis des mois et des mois. Remédicalisons la gouvernance des hôpitaux. L'administration, on en a absolument besoin. On adore nos directeurs, mais il faut qu'ils viennent accompagner cette démarche de gouvernance médicalisée. Voilà. Après, j'aimerais connaître votre point de vue tous les 3. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer avec la petite truc magique? Alors peut-être Lamine Garbi d'abord, et puis je voudrais également prendre quelques questions. Je remercie celles et ceux qui nous adressent, qui nous écrivent par chat. Alors première réponse Lamine Garbi, puis je prendrai les questions qui nous sont proposées par les internautes. Il y aura aussi sans doute un commentaire de Dominique Meigne. Alors Lamine Garbi. Alors tout d'abord, je vais taquiner un petit peu, rapidement, si vous permettez, le docteur Touraine. Jean-Louis, hein, que nous connaissons bien, nous avons participé à de nombreux travaux, quand il exprime qu'à Lyon, le chef d'orchestre, c'est le GHT,
Pour moi, le chef d'orchestre, c'est le directeur général de l'ARS. C'est l'ARS qui est chef d'orchestre. C'est à lui de créer du lien, et c'est ce qu'ils ont fait sur les territoires de fort belle manière. Et je rejoins effectivement, si on m'avait dit il y a quelques mois qu'il y aurait une si belle entente publique-privée sur les territoires, et encore, il faudra modérer, je pense, les propos, j'aurais été le premier ravi. C'est le cas. Pour moi, c'est l'ARS qui doit rester au centre du débat et qui doit être l'organisateur et le juge de paix entre le public et le privé. Et pour répondre à votre question sur que faut-il faire ce déconfinement, il faut reprendre le chemin des cabinets médicaux et de nos établissements de santé, de nos services d'urgence, de nos cliniques, de nos hôpitaux publics. Évidemment, il faut ne plus attendre et il faut pour cela rassurer nos concitoyens. Ils n'osent plus venir. Ils n'osent plus venir dans les cabinets médicaux, ils n'osent plus venir dans les établissements de santé. On est tout de même habitué à gérer les infections nosocomiales. La lutte contre les bactéries, c'est quand même l'essence même de notre métier. Et jusqu'à maintenant, on ne se posait pas la question, du moins quand on était concitoyen, de savoir si le bâtiment était infecté de staphylocoque ou de pyocyanique. On a l'habitude de gérer des flux, d'isoler, et on fait la même chose sur le Covid. Nos établissements, hormis les régions Grand Est, Île-de-France et quelques territoires dans le Nord, sont vides. Vides, il faut le dire. Nous tournons à 10% d'activité dans le privé, sur toutes les cliniques hors ces 3 territoires. Oui. Priorité aux questions des internautes. La première, qui me paraît intéressante, comment expliquer le retard pris en gériatrie alors que ce sont les premiers touchés et que les, entre guillemets, étages Covid demandent 2 fois plus de personnel? C'est une question de Anne. Également, Christophe nous demande, et répondons aussi à ces 2 questions, comment évaluez-vous la mobilisation et la réactivité de vos fournisseurs et partenaires, laboratoires pharmaceutiques, sociétés de dispositifs médicaux, ont-ils ou sont-ils à la hauteur? Qui veut répondre à ces questions? Sur la gériatrie, Monsieur Touraine, rapidement. Je veux bien répondre, oui, à la question sur la gériatrie, parce que je constate effectivement qu'il y a eu un retard, une insuffisance. On voit qu'à l'hôpital, dans les EHPAD, même à domicile, les personnes âgées les plus touchées et ayant les formes les plus graves ont malheureusement plus souffert et ont été moins bien prises en charge parfois. Eh bien, c'est simplement parce que c'est le travers de notre pays où, depuis quelques décennies, on parle de corriger cela, mais en pratique, c'est très lent à se mettre en place. La spécialité gériatrie est quelque peu sinistrée. Regardez comme il y a un nombre insuffisant de gériatres, comme l'hôpital n'est pas assez organisé autour de la gériatrie, les urgences même ne sont pas aptes à faire face aux afflux de patients âgés venant en urgence. Donc il y a véritablement un logiciel à modifier et il faudrait que demain la gériatrie soit conçue comme une spécialité aussi attractive, importante, multiple dans ses aspects que la pédiatrie, parce que la gériatrie comprend une foule de sous-spécialités et évidemment, la personne âgée est tout à fait distincte de l'adulte, en ce sens que sur le plan de la pathologie, sur le plan de la pharmacologie et de la thérapeutique, tout doit être vu de façon différente. Et là, on le voit bien, avec le Covid, eh bien, une personne de 80 ans ne réagit pas du tout comme une personne de 30 ans dans l'immense majorité des cas. Et donc, il est tout à fait important, naturellement, de développer enfin une spécialité de taille importante et avec des services hospitaliers qui soient suffisamment dotés en gériatrie. Jean-Yves Blais, sur les partenaires, les fournisseurs, etc., est-ce qu'il y a eu là aussi, selon vous, des erreurs, des lenteurs, des manquements, etc. Et puis, nous aurons d'autres questions rapidement. Alors, peut-être rapidement. La situation a été très contrastée sur les fournisseurs. Très clairement, un certain nombre de produits ont été en pénurie. On l'a déjà évoqué dans les produits de protection. Un certain nombre de médicaments sont en quantité limite pour prendre en charge les patients. D'ailleurs, c'est un autre sujet de collaboration et
de partenariat entre les hôpitaux pour mettre à disposition des médicaments qui manquent dans certains hôpitaux entre les hôpitaux, et on l'a fait entre Centre de lutte contre le cancer et des hôpitaux publics ou des autres centres. Ça illustre en fait que cette crise inédite doit changer dans l'organisation de notre système de santé. On ne peut pas se retrouver dans une situation où on manque de médicaments qui sont essentiels, où certains sont captés, parce que lorsqu'on n'en fait pas quelque chose, je pense aux curares, lorsqu'on consacre tous les curares à une quantité importante aux soins bien légitimes des patients qui sont en réanimation, c'est un certain nombre de patients qui ont également besoin de soins urgents chirurgicaux qui ne vont pas pouvoir être traités. Donc là, on a un arbitrage qui rejoint ce que disait Jean Sibilia tout à l'heure, qui est au fond cette gouvernance médicale sur lequel il faut qu'on se penche à la sortie de cette crise, parce que ça sera une manière de sortir très positivement de cette situation difficile dans laquelle nous sommes et avons été. Beaucoup de questions, hein. Je remercie Jean-Luc également, mais je vais faire un commentaire sur les EHPAD qui annoncent des chiffres alarmants, et il semble, c'est plutôt un commentaire, que ça soit significatif ou symptomatique d'ici d'une gestion sanitaire trop fragile. Beaucoup de questions également sur le déconfinement, et notamment en se disant effectivement comment dans cette période, cette vague de déconfinement, peut-on s'assurer que l'on va éviter le pire. Peut-être Lamine Garbi rapidement, et un commentaire de Jean Sibilia également. Ah, on ne vous entend pas, Lamine Garbi. On ne vous entend pas. Ah, Jean Sibilia, peut-être. non. Alors, allez-y. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Vous avez l'antenne. Si. Allez-y, on vous entend. Lamine Oui, Garbi, on ok. vous entend. J'ai pas d'avis sur le déconfinement et l'effet rebond parce que je ne suis pas épidémiologiste et je ne veux surtout pas commenter ce qui se fait aujourd'hui, et voilà, je n'ai pas légitimité à ça. Par contre, j'ai légitimité à expliquer que ce n'est pas possible d'avoir des taux de réduction, des taux de non-accès aux soins, pardon, excusez-moi, des retards de prise en charge. On constate qu'il n'y a plus de chirurgie vasculaire, qu'il n'y a plus même de chirurgie digestive. Le taux d'appendicite a diminué de pratiquement 70%. C'est pas normal. C'est pas normal, et je m'inquiète que, et j'en parle souvent avec les services de secours du SDIS, des pompiers, ils sont inquiets lorsqu'ils feront le tour des maisons et des immeubles, d'ouvrir les portes, de savoir ce qu'il va y avoir derrière les portes. Je pense qu'on va découvrir des drames de la solitude, et des personnes qui auront eu des attaques, des arrêts cardiaques ou des difficultés, et qui seront mortes. Et je pense qu'il faut se préparer, et peut-être d'ores et déjà à retrouver le sens de nos voisins, et que les forces de sécurité, gendarmes, pompiers, puissent commencer à faire du porte-à-porte pour savoir ce qui se passe, et qu'on n'ait pas, comme en 2003, l'époque de la canicule, ces surprises de trouver tous ces milliers de morts qui étaient chez eux sans bruit. Et on le sait tous, les pathologies évoluent de manière rapide et sournoise, voire muette. Donc je suis inquiet. Donc pour moi, le déconfinement, je dirais, pour savoir si on va dans un restaurant, dans une plage, c'est pas mon domaine. Donc je n'émettrai pas d'avis. Par contre, je dis que dès aujourd'hui, dès demain, il faut reprendre les chemins des cabinets médicaux et rassurer. C'est vraiment le message que je vais faire passer, parce que c'est le seul message, en ma qualité de président de fédération de cliniques et hôpitaux privés, c'est le seul message que je puisse faire passer, sur lequel j'ai une certaine compétence et avis. Avec Jean Sibilia et Dominique, merci. Avec Jean Sibilia et Dominique Meigne, essayons d'ouvrir la troisième partie et dernière, et dans quelques instants, malheureusement, notre émission se terminera, sur l'après. Alors, on reviendra sur ces questions fondamentales de réorganisation. Pour autant, donnons quelques pistes, si vous le voulez bien. Peut-être refondation de notre système de santé, des financements différents. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique? Qu'est-ce que pourraient être les grands sujets que l'on mettra sur la table une fois, nous l'espérons bien évidemment, que tout ça sera un petit peu derrière nous, même si Jean Sibilia ne nous a pas vraiment rassurés, on a l'impression que ça ne sera pas jamais tout à fait derrière nous. Alors peut-être Dominique Meigne. Dans le prolongement de ce qui a été dit, et qui va certainement devenir assez vite une évidence, c'est que ce qui a marché, c'est dans les établissements de santé, quel que soit le statut d'ailleurs, public, privé, c'est la réactivité, c'est la plasticité, la mobilisation de terrain. Donc demain, la réorganisation du tissu hospitalier
Il faut effectivement qu'elle se fasse sur un schéma de pilotage décentralisé, de pilotage médicalisé ou soignant. Moi, j'en suis convaincu, bien que directeur d'hôpital, ayant exercé tout au long de ma carrière avec les soignants et dans des organisations médicalisées comme les centres de lutte contre le cancer, j'en suis encore plus convaincu. Donc je pense qu'il est indispensable qu'on retrouve ce chemin et qu'on sache capitaliser ce qui aujourd'hui est apparu comme une sorte de génération spontanée. Après, il y a Sur pas, les financements, il y a pas peut-être, sur les uniquement. financements, sur les questions de Alors voilà. financement. Après, il n'y a pas Mais uniquement, il y a pas rapidement, uniquement Dominique, des rapidement. évidences. Et sur les financements, c'est une question qu'on peut poser à nos interlocuteurs. Le paradoxe de la situation aujourd'hui, c'est que nous sommes revenus d'une certaine façon à la dotation globale, puisque l'ensemble du secteur, grâce aux ordonnances qui ont été, là aussi, il faut saluer les pouvoirs publics centraux, le ministère et la CNAM, qui ont mis en place un schéma où tout est possible dans tous les sens et toutes les barrières ont été abaissées. Et notamment la garantie des financements qui est offerte au public comme elle l'était avant le passage à la T2A et qui est offerte au privé comme elle n'a jamais existé auparavant. Ce qui est une sorte de révolution temporelle, mais la question de l'après se pose. Est-ce que, compte tenu du discours qu'on avait il y a encore quelques mois dans le public, comment va-t-on revenir en janvier 2001 ou dans le courant de l'année 2021 sur les financements d'avant, ou ira-t-on sur de nouvelles approches dont on ne voyait quand même pas vraiment D'accord. l'architecture Ok. ces dernières semaines, financement au parcours, Merci, Dominique. trajectoire, etc. Ouais. Alors, on va Quelles sont les Ouais. pistes que nos Les interlocuteurs, pistes. selon Voilà. leur propre sensibilité Oui. du secteur d'hospitalisation qu'ils représentent, aujourd'hui ont déjà en tête? Ça me paraît Ouais. Alors, une question peut-être, importante on parce va. qu'on Oui. aura demain à construire là-dessus. Ce sont des questions que vous ouvrez qui, à mon avis, mériteraient plus que les 2, 3 ou 4 minutes qui nous restent. Jean, quand même, sur l'organisation et notamment aller un tout petit peu plus loin sur l'organisation médicale dans les hôpitaux. Une question et puis on demande à nos amis de les traiter en concluant notre intervention de ce soir. Oui, comme on a peu de temps, mais je pense qu'on réabordera la question de l'après, de la post-pandémie. Je voulais juste, dans ma vision d'expert, mais très très brièvement, vous dire que on a intérêt quand même aujourd'hui à bien analyser les choses, parce qu'il nous manque énormément de données. Et je pense que très très brièvement, il y a 5 critères. Hein. Le premier, c'est le virus. On ne connaît pas ni sa saisonnalité, ni sa capacité à se transformer dans un sens ou dans un autre. On a un deuxième critère qui est majeur, et ce critère est fondamental, c'est comment réagissent les humains lors de la rencontre de ce virus. En d'autres termes, comment se met en place une immunité personnelle et une immunité collective. C'est un vrai sujet et de façon longitudinale. Le troisième sujet, c'est qu'est-ce qu'on va découvrir comme vaccin, comme médicament. Aujourd'hui, c'est une vraie question et ça peut tout changer. Il y a une quatrième question, c'est comment notre système de santé va pouvoir absorber les vagues successives, hein, les allées et venues de ce virus qui, à part sous quelques microclimats du Sud, risque de ne quand même pas disparaître. Hein. Je pense qu'à part quelques endroits, on peut imaginer qu'ils disparaissent, mais je pense qu'il disparaîtra pas de si vite. Et le cinquième élément qui est fondamental et qui mériterait un débat de société, c'est quelle va être l'acceptation de la société d'un système stop and go avec un peu de confinement, puis confinement, avec de la distanciation sociale. Comment on va être sur les plages, comment on va être dans les magasins, comment on va être dans les stades, avec dans les transports, avec des masques, sans masques. Comment la société va accepter tout ça de façon durable sur 4 semaines, sur 8 semaines, il y a pas, c'est un jeu. Mais au-delà, sur 12, 18 mois, et comme dans les modélisations aujourd'hui, peut-être sur 1, 2, 3 ou 4 ans, comment on va accepter cet élément, ce choc sociologique et ce choc économique, parce qu'on n'a pas parlé. Ouais. Donc voilà, moi simplement, je voulais mettre sur la table ces 5 critères-là, et après, il faut en débattre et il faut en faire quelque chose. C'est un énorme débat, on ne pourra pas le traiter, mais peut-être qu'on peut lancer quelques pistes avec nos invités. En tout cas, ça nous donne, merci beaucoup à vous deux, ça nous donne de l'appétit pour aller plus loin. Je rajouterai pour Jean-Yves Blais la question qui nous est posée par Jean-Luc. Comment les établissements vont-ils, d'une manière générale, privés, et les autres sans doute, je ne sais pas s'il y a un statut particulier d'établissement dans la question, vont-ils également prendre en charge ce qui est le fond
de leur activité, qui sont les pathologies chroniques, dont le cancer. Alors, Jean-Yves Blais, Jean-Louis Touraine et Lamine Garbi pour terminer notre rencontre. Allez-y, Jean-Yves Blais. C'est au fond assez... pour l'après, c'est au fond assez simple. On a parlé des changements de gouvernance, on a parlé également du questionnement qu'il faut avoir au niveau collectif, au niveau de la nation, sur quel financement on veut donner à notre système de santé. On a vu qu'il avait des forces, mais qu'il avait également des faiblesses. Je crois, et c'est peut-être le sens de également de cette crise, il faut redonner une part vraiment très importante de décision à la science dans les décisions que l'on va prendre. Ce que ça nous a appris, c'est que le niveau de connaissance que l'on avait du virus, comme ça vient d'être évoqué par Jean Sibilia, est extrêmement évolutif. On doit baser nos décisions scientifiques, médicales et d'organisation sur la science qui se crée à ce moment-là. Donc il faut stimuler la science qui est en train de se créer sur ce sujet-là et avoir une approche basée au fond sur une approche rationnelle, on va dire pasteurienne et descartienne de la prise en charge de nos patients. C'est une spécialité qu'on a en France, je crois. Avec la nécessité, évidemment, de prendre en charge les grandes épidémies, mais aussi les maladies chroniques comme le cancer. On ne peut pas déshabiller l'un pour rhabiller l'autre. Enfin, voyez-vous oui. C'est évident. Le traitement des maladies chroniques, c'est l'enjeu actuel, très curieusement, mais c'est l'enjeu actuel de l'épidémie Covid. Si on n'accueille pas les patients qui ne sont pas dans les cabinets, qui ne sont pas dans les hôpitaux, on va avoir une deuxième vague qui va être d'une autre ampleur, peut-être plus étalée, mais d'une autre ampleur en termes de sévérité et de nombre de cas graves que celle que l'on voit encore et qui est pourtant impressionnante. Donc faisons très attention et invitons les patients à retourner dans les cabinets médicaux pour consulter, car sinon on peut réellement être très inquiet. Et les pouvoirs publics également à prendre conscience de la pluralité des problèmes qui se posent au secteur de la santé. Jean-Louis Touraine et puis Lamine Garbi pour terminer. Oui, allez-y, terminez un mot. Je rejoins. Allez-y. Je rejoins Jean-Yves sur le fait qu'il faut effectivement écouter la science, et j'ajouterai la science internationale. Et ceci est vrai à tous les niveaux dans notre pays. Il faut être très à l'écoute, sans a priori, de cette science en cours de progression. J'ajouterais que ça veut dire aussi que nous devons accepter loyalement de refonder notre système de santé. On voit bien quelles en sont les forces, mais quelles en sont aussi les faiblesses. Et si beaucoup de choses ont pu être sauvées, c'est grâce au dévouement des personnels, mais pas toujours grâce à la vertu de notre système. Donc, il faut qu'on retrouve l'esprit qui a présidé au moment du Conseil national de la résistance ou au moment de la réforme hospitalière de 58, mais la lettre elle-même, elle doit en être un petit peu changée pour s'adapter au XXIe siècle. Et je pense que ça veut dire qu'il nous faut, bien entendu, probablement sortir en grande partie du système de tarification à l'activité, réduire les actes non pertinents. On dit que c'est de l'ordre de 30%, c'est quand même dommage de déployer trop d'énergie à des choses qui ne sont pas nécessaires. Et par contre, donner les moyens aux actes indispensables, voire à la prévision pour les nécessités futures, en faisant confiance aux professionnels, aux différents professionnels, aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes. Tout ça, c'est important parce que on ne retrouvera d'attractivité dans nos hôpitaux, publics et privés, que s'il y a cette qualité de travail et de reconnaissance des uns et des autres. En écoutant la base, je crois, on peut s'écarter un peu de la dimension bureaucratique et dépendant trop de la technostructure pour substituer à cela quelque chose qui soit sur le terrain, perçu au niveau du malade, des nécessités de celui-ci, des évolutions, des besoins futurs qui apparaissent au quotidien. Et puis, bien sûr, l'hôpital, c'est un des deux piliers. Le deuxième pilier de notre système de santé, ce sont les médecins généralistes, les médecins de ville. Et là, il faudra bien rapidement résorber ces déserts médicaux qui font également souffrir, pas tout de suite dans notre crise, parce que les hôpitaux publics et privés pourvoient à l'essentiel, mais demain, on en aura besoin. Voilà, les derniers mots à Lamine Garbi, s'il vous plaît. Vous jouerez le jeu pour l'après, Lamine Garbi et vos établissements. Bien sûr, comme nous l'avons toujours fait et comme nous le ferons toujours, bien sûr, c'est une grande famille et nous sommes ensemble. Alors, vous m'avez posé la question sur le budget global. Effectivement,
J'ai la chance de pouvoir avoir un budget global parce que nous pouvons bénéficier. Et c'est vrai qu'il faut remercier le gouvernement. Nous sommes le seul secteur privé à avoir un projet, parce que c'est pas encore écrit, l'arrêté n'est pas sorti, un projet de compensation sur notre perte d'activité liée au confinement et à l'arrêt des blocs opératoires. Donc c'est vrai. Merci de pouvoir faire en sorte que nous puissions continuer à payer nos salariés, parce que, je le rappelle, nous n'avons pas accéder du tout au chômage partiel. Par contre, les médecins qui eux aussi ont arrêté leur activité ne sont pas encore compensés, n'ont pas encore de certitude sur une aide de notre gouvernement. Donc, je rappelle, et je ne cesse de le rappeler à notre ministre et à son administration, il faut que les médecins soient aussi dans le panier d'accompagnement avec les établissements de santé, c'est important. C'est prévu, mais à quelle hauteur et comment nous souhaitons avoir des éclaircissements, parce qu'il y a aussi des tensions et des inquiétudes, on le comprend. La T2A, la tarification de l'activité, bien sûr que j'y suis fermement, je dirais, attaché. Pourquoi? Parce qu'en chirurgie, un établissement privé qui n'a pas d'activité, qui n'a pas de ressources, disparaît. Et donc, on se pose la question de la pertinence. Si un établissement n'a pas d'activité, ou si l'on maintient une activité par un budget global, on peut se poser la question de l'intérêt du maintien de cet établissement sur un territoire donné. Dans le privé, nous ne posons pas cette question, parce qu'un établissement qui n'a pas d'activité, pas d'attraction pour les médecins ou pas de patients, eh bien, il fait autre chose. Il fait autre chose. Je vous Et surtout, il arrête de faire de la remercie. chirurgie. Voilà, je vous remercie. Le temps qui nous était imparti est terminé. Je remercie tout particulièrement celles et ceux qui vous ont posé des questions par Internet, notamment par Twitter et sur YouTube et sur l'université du Change Management TV. Merci beaucoup. Je remercie celles et ceux qui ont préparé cette émission avec moi. Je remercie Dominique Meigne et Jean Sibilia, alors Françoise Millet, Victoire Morel, Nicolas Merlet, Julie Beltrami. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, un salut amical à nos collègues soignants et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir, merci beaucoup, à bientôt. Tout ça, vous le retrouverez évidemment en replay dans quelques minutes. À bientôt.